Mon nom est Sébastien Lemoine. Aujourd'hui, dans Itinéraire singulier, je vais parler d'un passage, celui de la profession de banquier sur les marchés financiers, vers un monde complètement différent qui est le monde du saké. Et ce qui m'a séduit, ce qui m'a inspiré chez ces artisans. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Itinéraire singulier, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui osent entreprendre et créer au Japon. Ici, on parle de parcours atypiques, de chocs culturels et d'inspiration, mais surtout de cette aventure incroyable qu'est le fait de bâtir un projet dans un pays aussi fascinant que le Japon. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien Lemoine. Après une carrière dans la finance, il a tout quitté en 2013 pour se consacrer à une passion unique, le saké. Enseignant au cordon bleu et consultant, Sébastien est aujourd'hui reconnu comme l'un des rares Français à avoir su trouver sa place dans ce milieu très japonais où la tradition et la transmission sont essentielles. Et c'est justement ce qui rend son histoire si intéressante. Comment les Japonais accueillent-ils un étranger qui s'investit dans une culture aussi profondément locale? Est-ce vu comme de l'appropriation ou au contraire comme un partage et un enrichissement mutuel? Et comment construire des relations de confiance dans un univers aussi codifié que celui du saké? Merci Sébastien d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu? Bonjour Anna, merci de m'accueillir, ça va parfaitement bien, merci. Eh ben c'est top. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Avant de rentrer dans ton parcours, je vais te poser 3 petites questions un petit peu rituelles dans ce podcast. Si tu pouvais nous résumer ta vie en un seul mot, ce serait lequel? En un seul mot. Ouais, c'est dur, Alors ça, c'est un challenge. hein. Un seul mot, c'est sens. D'accord, sens. Tu peux nous expliquer pourquoi du coup? Alors du coup, je vais être obligé de rentrer dans ma Oui, vie. bien sûr, bien sûr. Eh bien, tout simplement parce que ce changement brutal de trajectoire que j'ai fait en 2013, il est lié à une quête de sens, à une recherche de sens. Donc, D'accord. je me rends compte que c'est un, un élément important, un facteur important de ma prise de décision. Et c'est une quête de sens du coup dans le personnel à travers le professionnel? Tout à fait, oui, c'est ça. Ok, ok. Quand est-ce que tu es arrivé au Japon et pourquoi? En fait, j'ai fait plusieurs séjours au Japon. Lorsque j'étais étudiant à l'école de commerce, j'ai eu la possibilité d'apprendre le japonais. Mais attention, c'était en 1986, donc ça remonte à déjà quelques années. Et c'est je dirais, cette occasion de découvrir la culture japonaise qui m'avait attiré. Et je suis donc venu au Japon pour la première fois à la fin des années 80, donc l'été 86, et puis ensuite plus longuement en 1989. Je suis rentré en France, terminé mes études, et suis revenu plus tard dans ma carrière bancaire, au début des années 90, pour encore quelques années, avant de rentrer en France en 95, en me disant à ce moment-là, enfin je me souviens très clairement, Sébastien, il faut que tu rentres maintenant, parce que sinon, tu n'entreras plus. Or, j'avais besoin de reconnecter avec ma famille, mes Bien sûr. amis, et je suis donc reparti en France pour quelques années avant de refaire mes bagages pour l'Angleterre et le Japon à partir de 2008. D'accord. Donc, grosso modo, à peu près 22 ans de résidence au Japon, dont un gros bloc depuis 2008. On parlait justement un petit peu, on échangeait avant le podcast et c'est vrai qu'on se disait que tu avais connu du coup plusieurs visages du Japon. Mhm. Vraiment petite question qui vient de popper dans mon esprit. C'est quoi le plus gros changement par rapport à ton premier voyage? Mhm. Ce qui est frappant dans le pays, enfin, les éléments qui sont frappants dans le pays, c'est le vieillissement de la population. Mhm. Et je ne sais pas si c'est parce que je reviens d'un voyage au Vietnam que je te fais cette réponse aujourd'hui, mais voilà, j'étais au Vietnam la semaine dernière. Et l'âge médian au Vietnam, c'est 32 ans. D'accord. Donc, lorsque l'on se promène dans la rue au Vietnam, on est entouré d'une population extrêmement jeune et, euh, et on ressent une énergie dans ce pays
qu'on a plus de mal à trouver ici. Or, mes souvenirs de 1986, mon premier voyage, alors que je me baladais sac à dos dans le Kyushu notamment, c'était J'adore. beaucoup plus ça. J'ai des souvenirs de onsen avec des tas d'enfants, des choses comme ça, que évidemment on retrouve plus difficilement Aujourd'hui. aujourd'hui. L'énergie qui régnait dans un endroit comme Roppongi en 1986-1987, c'est l'époque où, en toute fin de soirée, au milieu de la nuit, pour attraper un taxi pour rentrer à la maison, il fallait brandir 4, 5 billets de 10 000 yens pour avoir une chance d'accrocher quelqu'un. Et ben cette énergie, elle a évidemment disparu pour faire place à autre chose. Le Japon reste évidemment plein de charme avec un S, mais il faut le chercher ailleurs. Et je te rejoins dans ce que tu dis lorsque tu parles justement du vieillissement de la population. Petit truc tout bête, mais quand tu dis oui, l'image des salaryman, c'est vraiment le mec de 60 ans Mhm. avec son costard cravate, alors qu'un salaryman peut être plus jeune, quoi. Mais on a cette idée du salaryman qui est quand même plutôt autour des 50-60 ans, quoi. C'est sûr. C'est Ouais, l'image en tout cas que projette la ville de Tokyo ouais, 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 quand on se promène du côté d'Otemachi c'est clair. ou Shinjuku. Et du coup, dernière petite question, on est un petit peu sorti justement des questions rituelles, mais je vais y revenir tout de suite. Que représente pour toi le Japon? Aujourd'hui, le Japon, c'est plus de la moitié de ma vie d'adulte, pour commencer. Donc, un élément euh, très important. J'ai presque fini par croire à la métempsychose et à me dire que j'ai été dans le passé japonais. D'accord. D'où, Tu peux nous expliquer pourquoi? je ne sais pas, mais enfin, je vais essayer d'expliquer. En tout cas, Après, c'est un ressenti. c'est Ouais. c'est juste un ressenti. Mais en fait, ça repose là-dessus. En dehors de mon activité autour du saké, et je pense tu y reviendras, mais je fais aussi beaucoup de voyages, alors comme accompagnateur, mais à titre personnel. Je Mhm. marche énormément, je pédale à travers le Japon. Et, et j'ai de temps en temps des sentiments de déjà-vu D'accord. qui finalement correspondent de manière rationnelle à juste un, un sentiment finalement de bien-être, de se dire qu'on on est à sa place Mhm. et on est en harmonie avec ses valeurs, sa recherche, ses recherches. Et voilà, et c'est pour ça que quelque part, je le twist, je le Mhm, mhm. transforme, et je me dis peut-être finalement que ça correspond à une vie antérieure, mais Ouais. peut-être pas du tout. T'as finalement un petit peu trouvé ton chez-toi. C'est Voilà, peut-être ça aussi, hein. tout à fait. Et en introduction, tout à l'heure, on parlait de ta carrière en banque, en finance. On sait aujourd'hui, hein, si tu es là, c'est parce que tu as fait aussi carrière dans le saké. Quel a été ton déclic? Pourquoi tu es passé Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, enfin, c'est le mot que j'employais tout à l'heure, c'est le Quel de sens. sens? Hein, je travaillais en banque internationale, dans une salle des marchés, je travaillais sur les produits dérivés, plus particulièrement en fin de carrière sur les marchés de matières premières. Et j'avais tout simplement perdu le sens de ce que je faisais au quotidien. Bon, il faut se replacer à une période où la valeur qui domine dans la finance, pas dans les salles de marché, c'est ce que les Américains appellent greed, Mhm. donc l'avarice. On sort d'une d'une crise financière profonde qui a impacté l'ensemble de l'économie et de la société, qui est le choc Lehman. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'interroger sur plus sérieusement sur vraiment est-ce que c'est l'univers et le métier dans lequel je veux continuer à évoluer. Parce que
la vie est quand même faite de choix, bien sûr, mais les trajectoires qui nous sont proposées à certains moments sont souvent dues au hasard. Et c'est finalement, j'ai choisi mon métier, mais c'est parce qu'on m'a proposé, à un moment donné, de D'accord. rentrer dans une carrière, en l'occurrence, Via une de opportunité, commencer du coup. via une opportunité, tout simplement l'opportunité d'une coopération Ok. dans la finance. Donc, alors que du côté professionnel, j'avais plus de mal à trouver à retrouver des repères et surtout l'énergie qui est nécessaire pour se lever le matin, aller au bureau et réussir dans un environnement qui est quand même extrêmement, extrêmement exigeant. Je me rends compte que je trouvais de plus en plus refuge dans mes passions pour la culture japonaise en général et plus particulièrement pour quelque chose que j'avais découvert lors de mon retour au Japon, donc à partir de 2008, c'est le saké japonais, ou plutôt le bon saké japonais. Et cette passion devenait une source importante d'inspiration pour moi, et j'ai eu envie de transmettre cette culture, de participer comment dire, de participer à un mouvement nécessaire d'éducation du public sur cette boisson, et bien au-delà de ça, cette culture très, très particulière du Japon. Et voilà, j'y ai retrouvé du sens qui m'a guidé, qui m'a fait finalement prendre cette décision de quitter la finance. Alors, bon, je suis aussi passé par une expérience que beaucoup d'abord tous les Japonais, mais aussi beaucoup de Français présents au Japon ont traversé, c'est mars 2011. C'est le grand tremblement de terre du Tohoku et ses conséquences. Et ça aussi, ce sont des événements qui vous font réfléchir sur votre parcours, sur quelle est la bonne décision, quelles sont les bonnes décisions à prendre sur le moment, et puis plus long terme. Finalement, c'est la prise de conscience dans la chair qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de nous, que la nature est plus forte que nous, et que il faut aussi savoir il faut remettre en cause, être capable de remettre en cause des certitudes pour avancer dans la vie. Et moi, je rebondis sur une petite chose que tu as dit en début de réponse. Tu disais que le monde de la finance et de la banque, c'était un monde assez exigeant. J'ai l'impression que tu te questionnes beaucoup un petit peu sur la vie, sur ce que tu vois et sur ton travail, bien évidemment. D'où ma question. Est-ce que tu n'as pas l'impression que la culture japonaise ou même le monde de l'artisanat au Japon ne serait-il pas tout autant exigeant que, voire même plus, que la banque, que les finances, quoi? Ah mais bien sûr, je ne dis pas que l'exigence, enfin que l'exigence n'est qu'en finance. Ouais. Ce que j'essaie de dire, c'est que pour réussir dans un secteur exigeant, il faut y trouver du sens. Évidemment. Et si l'on a cette perte de sens, on perd le moteur, on perd le carburant qui nous permet d'avancer. Mais bien évidemment, il faut, bien évidemment, le monde de l'artisanat japonais en général est d'une exigence sans équivalent. Hier, je participais hier, nous étions le 1er octobre. Alors, je ne sais pas quand ce podcast sera publié, mais hier, nous étions le 1er octobre. Le 1er octobre, c'est Sake Day, le jour du saké. Et, ça, je ne savais pas. Et pour plusieurs raisons, il fallait créer un événement marketing un peu marquant, mais c'est aussi parce que
1er octobre correspond en général à cette période de transition où la moisson du riz a déjà bien avancé. Les premiers ballots, les premières balles de riz arrivent dans les maisons de saké. Les températures commencent à baisser, quoique à l'époque moderne, on peut se poser la question. Il va encore faire 28 degrés aujourd'hui à Tokyo. Mais traditionnellement, c'est le moment où les maisons de saké commencent la production. Et donc, voilà. Donc, Saké Day hier, et je rencontre un artiste qui est un artiste tokyoïte, qui est spécialiste de buyo, donc de danse traditionnelle japonaise. Et je lui fais part de toute mon admiration pour justement son parcours, art. sa dévotion à la danse traditionnelle japonaise, qui objectivement n'a pas un rayonnement médiatique très, très, très important. Mais des fois, c'est parce que les Japonais ne le souhaitent pas. J'ai l'impression d'être trop médiatisé, etc. Euh, C'est je mon ne avis, sais hein. pas. Il est propre à chacun de penser ce qu'il veut, mais j'ai l'impression que des fois, les Japonais, ils aiment bien rester dans ce truc un petit peu niche. Bon. Moi, je pense que plus, plus que ça, je crois que beaucoup d'artisans japonais cherchent au contraire À se à se faire développer? connaître, Ok. à se faire développer. En revanche, il leur manque quelques clés, Ouais, pour qui est réussir. la compréhension des attentes d'une audience internationale. Autre que... Quand on parle de ouais. méditation à l'étranger. Mm, mm, mm. Hein, voilà. Et donc, quand on revient à mon rôle dans le monde du saké, aujourd'hui, finalement, c'est ça Mm, 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 mm. qu'on me reconnaît. D'accord, de faire un petit peu le pont peut-être entre Exactement. le monde et finalement le Japon. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait hein, évidemment dans les podcasts précédents, que le Japon a des fois du mal à s'adapter un petit peu, quand je dis le monde extérieur, on dirait qu'on... Voilà, les Japonais sont des ovnis, pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a aussi, on le sait très bien, on va dire les Japonais ont beaucoup d'attrait pour leur pays et Mm. ont du mal à s'adapter, ne serait-ce que dans le sport. On a fait plusieurs podcasts sur le sujet. Je les mettrai en description, donc n'hésitez pas à aller les voir. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire également, si vous aimez le sujet du podcast, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous nous écoutez sur podcast audio, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles. Sébastien, je me permets de reprendre un petit peu la main sur les questions du podcast. Toi, tu as fait cette transition, du coup, entre le monde un petit peu de l'entreprise, de la finance, tu es allé jusqu'à l'artisanat japonais. Globalement, comment ça se passe? C'est quoi la rythmique de l'artisanat japonais? Comment tu pourrais nous le décrire? Pour moi, la caractéristique principale de l'artisanat japonais, enfin, quand on parle de rythme, on parle de temps, c'est un temps long. On est euh, dans une activité qui est évidemment multigénérationnelle pour commencer, et où il n'y a pas de possibilité de prendre des raccourcis. Mm, mm. Euh, Au niveau individuel, pour de très nombreux artisans, je pense que leur activité, c'est, au-delà d'un métier technique, c'est une voie. Hein, c'est une voie vers enfin une quête d'une certaine perfection, mais dont on sait qu'on ne l'atteindra pas. En revanche, l'idée derrière est de progressivement prendre, à mon avis, en compte de plus en plus de dimensions qui vont au-delà juste de la maîtrise d'un geste technique. Je vais changer très légèrement enfin, je vais rester sur le sujet, mais je voudrais partager une anecdote qui est l'histoire d'une maison qui est la maison Kembishi, qui est une maison de saké qui est située à Kobe, enfin anciennement Nada, même si c'est pas là qu'elle a commencé son activité dans l'histoire. C'est une des plus vieilles maisons du Japon en activité aujourd'hui. Et ils ont comme devise
pour leur saké, pour leur maison, nous sommes une horloge arrêtée. D'accord. Et l'idée est c'est cette volonté pour une maison très ancienne qui a été un des sakés probablement les plus consommés à Edo au XVIIIe siècle. Cette idée de prolonger l'histoire et de continuer à offrir le goût que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres appréciaient dans la maison Kembishi. Ne nous trompons pas, il est évident que le goût a évolué au cours du temps. Et le goût, Oui, j'allais dire, dépend un petit peu aussi des récoltes tout ou... à fait. Et Ouais, c'est pour ça que c'est ce que je dis, le goût a nécessairement évolué au ouais. cours du temps. En revanche, pour le point que tu mentionnes, à savoir le goût change chaque année du fait de l'évolution des facteurs externes, donc Évidemment. le goût du riz lié au climat et à la moisson, mais aussi les températures extérieures qui ont un impact sur la fermentation, le changement des individus, les micro-organismes qui rentrent Surtout le dans réchauffement le climatique, j'imagine que ça a un ça a eu impact très très ouais, fort. Aujourd'hui, on pourra y revenir si on a le temps, mais c'est un nouvel élément de crise par rapport au secteur du saké. Donc, le goût a évolué, mais par contre, pour garder ce goût unique, Kembishi a très fortement innové. En l'occurrence, ils ont développé une expertise presque unique dans l'assemblage. Et donc, en fait, ils jouent avec 50 ans de stock et ils font des assemblages de manière annuelle pour essayer de garder la continuité dans le goût. Mais le point que je voulais mentionner, c'est l'héritier actuel de cette maison. À un moment donné, se poser la question, est-ce que je suis la bonne personne pour reprendre? Je ne suis certainement pas la personne qui sait le mieux faire du saké dans ma maison. Et d'ailleurs, de fait, lui-même ne touche pas du tout aux cuves. Il est surtout là pour gérer le business. Et il a compris que... Enfin, il a fini par se persuader que la seule... que pour conserver cette philosophie, il fallait que ce soit un élément de la famille, enfin un membre de la famille qui reprenne et qui continue de porter le projet alors que l'industrie du saké est en crise. Mmh mh. Et justement, tu disais que, ce monsieur est resté dans l'entreprise parce que l'entreprise devait être portée par un membre de la famille. Toi, comment les Japonais t'ont perçu quand tu es arrivée justement dans tu parlais de transmission, voilà, le saké, c'est une histoire aussi de génération, de multigénération et je me permets juste de rebondir 2 petites secondes sur ça. Moi, j'avais déjà assisté à une conférence où justement une des plus grosses problématiques du Japon, c'est que énormément de business qui vont être tenus par des familles ne trouvent pas justement une nouvelle tête pour porter des projets de famille parce que voilà, maintenant les jeunes veulent bouger des campagnes et aller à Tokyo vers des métiers qui vont être un peu plus connectés. Et justement, c'était une des plus grandes problématiques. Et je trouve ça hyper intéressant que du coup, le saké soit un petit peu moins touché par ce problème-là. Mais du coup, comment un univers aussi fermé, enfin comment toi, tu as pu rentrer dans un univers aussi fermé, quoi? Alors, il y a plusieurs éléments, plusieurs dimensions dans la question. Donc, je vais faire une réponse en plusieurs parties. La première partie, comment est-ce que j'ai été reçu? Alors, d'abord, excessivement bien et largement au-delà de mes attentes, en fait. On a avec... quand on rend visite à une maison de saké, et surtout si on a, je dirais, une recommandation, ça aide plutôt que juste en toquant sur la porte, mais même parfois en toquant à la porte, ça peut marcher. On fait face aux représentants de la maison et on a un individu, un homme ou une femme, qui sont des gens extrêmement fiers, mais fiers pour de bonnes raisons et fiers de porter un héritage, en même temps extrêmement humble. Et cette humilité, on la retrouve souvent chez l'artisan japonais, au-delà du saké. Dans le monde du saké, elle est aussi liée, pas d'ailleurs non, parce que je pense qu'on peut
un peu généralisé. Tu parlais de la crise du monde de l'artisanat et du problème du renouvellement des générations. La même chose, en fait, existe dans le monde du saké aujourd'hui. D'accord. On perd des maisons de saké tous les ans pour différentes raisons. C'est en train de changer, hein, mais le nombre de maisons de saké est divisé par 4 depuis D'accord. 50 ans. Hein, donc, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Donc, des gens humbles qui ont besoin qui connaissent des difficultés, mais aussi, c'est une dimension très importante, des gens une générosité absolument extraordinaire et qui m'ont, enfin, j'ai le sentiment qu'ils m'ont accueilli à bras ouverts lorsque j'ai pu leur démontrer mon intérêt sincère pour ce qu'ils produisaient, leurs produits et leurs méthodes. J'ai une autre anecdote, mais je me souviens d'une maison de saké à Chiba, Nahana, à laquelle je rendais visite pour la première fois. J'étais accompagné d'un ami belge et on avait juste une petite introduction et on commence la visite et on fait un testing et on s'intéresse à ce qu'ils produisent. Et sincèrement, cette maison, on sentait bien qu'elle était en difficulté financière très importante. Ouais, mais si tu viens en tant que client, c'est normal que du coup les gens t'accueillent du coup bien. Enfin, en tant que client. Est-ce que quand tu venais faire ton testing, tu venais en tant que du coup futur producteur de saké, tu te présentais comment du coup? Pas du tout. Moi, je me présentais juste comme quelqu'un amoureux de saké et construisant un projet pour parler de sa culture. Le nom de ma société, c'est Passerelle, donc ça revient à ça. Donc quelqu'un qui cherchait à faire une passerelle entre un monde de consommateurs étrangers qui ne connaissaient pas cette boisson et le monde du saké. Bref, je reviens à la générosité parce que vraiment je termine ma phrase. Sa générosité, c'est quand elle a fini par quitter la salle une seconde et revenir avec une bouteille de saké de 1952 qui était son année de naissance et elle l'a ouverte pour nous qui venions pour la première fois et cette générosité je m'en souviendrai toujours. Donc première partie de la réponse à la question, moi personnellement je trouve que j'ai été très bien accueilli parce que j'ai su peut-être inspirer la confiance dans le fait que j'étais là par passion et avec l'envie d'en parler, de diffuser. Et du coup, même quand tu parlais de ton projet, tu étais du coup perçu de la bonne manière par les Japonais. Est-ce qu'ils te donnaient certains conseils? Parce que, comme tu l'as précisé tout à l'heure et comme on le dit depuis le début du podcast, c'est vraiment un métier tradition et de passion. Est-ce qu'on t'a aiguillé ou est-ce que tu as dû chercher l'information? Tout n'a pas été que simple, soyons clairs. Je venais d'un métier où j'étais expert et le Japon professionnel, le monde professionnel japonais est un des mondes, enfin je veux dire, on compare culturellement à d'autres mondes, où être un expert est très important. C'est très bien que tu le soulignes. Sa légitimité est souvent liée à une expertise ou le sentiment, il faut plutôt le sentiment de l'autre, que l'on est un expert dans ce que l'on parle, et du coup la porte va s'ouvrir. Or clairement, lorsque j'ai commencé cette activité autour du saké japonais, même si je l'aimais, même si je m'étais formé, je n'étais pas du tout perçu comme un expert en saké. Et il y a probablement eu des moments où mes interlocuteurs se sont interrogés sur
pourquoi j'étais là et qu'est-ce que je venais vraiment faire. Ce qui m'a aidé, ce sont les différentes introductions, recommandations dont j'ai pu bénéficier. Et tu as pu en bénéficier comment? Du coup, par exemple, tu sais, pour quelqu'un qui nous écoute, qui aimerait, hein, là on parle d'un secteur qui est quand même assez niche, hein, le saké, mais qui aimerait justement se créer un petit peu un carnet de contacts, aimerait être justement introduire ce monde de l'artisanat japonais ou pas, hein, juste le monde du travail. Comment tu as fait, du coup, toi, pour être introduit par d'autres personnes? J'ai acquis le bagage technique nécessaire et suffisant pour montrer ma connaissance du produit, de sa culture, du mode du fonctionnement et du fonctionnement d'une maison et quand même ma sincérité et mon engagement en fait dans cette nouvelle activité. Donc, je crois que pour Et quelqu'un finalement, les qui... choses se sont faites Et, naturellement. et du coup, les choses Ouais. sont faites naturellement. Donc, finalement, ma recommandation pour quelqu'un qui voudrait rentrer dans le Mm. monde de l'artisanat, et c'est ce que font beaucoup de personnes que je suis, que je connais, ou pas physiquement, mais qui sont rentrées dans le monde de l'artisanat japonais, c'est ça. Ils ont commencé en bas de l'échelle à rentrer dans une maison, que ce soit un charpentier, Ouais, bien évidemment. Ouais. une forge, un aiguiseur de l'âme et appris le métier depuis la base et ça leur donne tout de suite une légitimité, une expertise. Oui, c'est clair. Tout à l'heure, tu nous disais également que bah, du coup, quand tu es arrivé dans ce domaine-là, les gens que tu as pu rencontrer au Japon t'ont quand même ouvert les bras, que ce soit quand tu allais tester des sakés ou autres. Certains pourraient quand même parler d'appropriation culturelle. Est-ce que tu as déjà été confronté à cette critique ou bien au contraire, que ça soit japonais ou autre personne, hein, parce que j'imagine que tu ne touches pas qu'une clientèle japonaise et que tu vends ton produit aussi sûrement en France, tu nous le diras, ou peut-être ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai été très bien accueilli, mais attention, je fais partie du monde du saké aujourd'hui, mais je ne suis pas je n'ai pas, par exemple, cherché à racheter une maison de saké D'accord. ou reprendre une activité. Où là, je pense qu'on rentre dans le dur de la confrontation avec la culture, les façons de faire, les façons de gérer un staff, les façons de travailler avec des fournisseurs et des clients. Et je suis, si j'en crois l'expérience des étrangers qui, comme moi, sont rentrés dans le monde du saké, mais sont allés jusqu'à cette étape parce que c'était leur désir, eux ont rencontré probablement des difficultés supérieures à la mienne. Je ne suis pas non plus marchand de saké, je ne vends rien, je n'achète et je ne vends rien. Je ne fais que Produire, éduquer éduquer. et promouvoir la culture auprès d'un large public. Est-ce que on a pu me taxer d'appropriation culturelle? Je ne sais pas. J'ai plutôt tendance à regarder l'autre côté et je crois que ce qui plaît au monde du saké lorsque des individus comme moi, étrangers, veulent pénétrer cette culture et en faire la promotion, c'est que justement nous arrivons avec un point de vue extrêmement différent du leur et une compréhension la compréhension des goûts et des façons de déguster tout simplement ou de choisir d'un public très différent et être capable et donc on a la capacité de faire deux choses, c'est-à-dire d'expliquer avec nos mots, avec nos repères, avec nos valeurs, ce qui est quintessentiellement japonais dans le saké. Et d'autre part, on est capable aussi de passer à ces producteurs de saké japonais
ou éventuellement aux restaurateurs ou éventuellement aux distributeurs, aux commerçants en saké japonais, une partie des attentes des consommateurs de ce nouveau champ ce nouveau champ de consommation qui est la consommation du saké Et quand à tu parles l'étranger. des consommateurs, tu parles bien des consommateurs internationaux. Tout à fait. Même si aujourd'hui, dans mon activité, j'ai très régulièrement des Japonais, en fait, en Mhm. l'occurrence, qui participent à mes cours. Euh, Tu parlais de l'école du Cordon Bleu, mais j'enseigne aussi à l'Université Temple en langue anglaise sur le campus de Tokyo. Et mes cohortes ce ne sont pas des étudiants de Temple, ce sont plutôt des adultes, mais donc je les appelle les apprenants. Mes cohortes ont souvent une bonne moitié, voire un peu plus, de Japonais D'accord. qui sont venus apprendre le saké d'une façon différente et qui se disent, tiens, pourquoi pas à travers les yeux d'un étranger? Qu'est-ce qui le séduit dans ce produit que, que je ne bois pas ou que je bois peu? Et c'est vrai que je te rejoins sur certains points. On a fait également un épisode de podcast avec Jérôme Gutt qui Mhm. entraîne l'équipe nationale d'escrime japonaise. Et il l'a clairement dit, hein, moi, si j'ai été embauchée, c'est parce que je suis français et qu'on avait besoin de mon point de vue de français, du coup, pour, enfin, mon point de vue et aussi toute mon expertise, hein, pour coacher du coup l'équipe nationale et la mener jusqu'au JO Mhm. et gagner justement certains titres. Tu parlais de Passerelle, c'est même le nom de ton entreprise. Toi, alors tu nous disais, hein, tu apprends Mhm. le saké dans sa globalité, mais c'est quoi le point le plus important dans justement cette transmission de ta passion que tu peux du coup mettre en place avec tes clients? Alors, que veux-tu dire par le point le plus Tu important? nous disais que voilà, tu voulais transmettre Mhm. ta passion du Oui. saké et par exemple, comment on peut boire le saké différemment. Est-ce que tu as d'autres points que tu aimerais du coup transmettre aux gens qui bah, du coup boivent du saké que ne font pas par exemple les Japonais? Je vais Quels être sont... obligé de généraliser, Oui, oui, de caricaturer, mais souvent, l'angle que prennent les Japonais lorsqu'ils parlent d'un produit comme le saké, ils vont prendre un angle extrêmement technique. C'est-à-dire, voilà les différentes classes de saké, ok. voilà comment c'est fait, voilà les différentes classes de riz, etc., etc. Or, le saké, c'est beaucoup plus que ça pour séduire un, un- un nouveau public. D'accord. Euh, on n'achète pas un mode de production, on achète une histoire. Et ça, je trouve que trop souvent, les artisans japonais, et les maisons de saké en particulier, l'ont oublié. Si tu te connectes au site des maisons de saké japonaises, tu vas souvent trouver 3 phrases. Et alors, nous faisons du saké avec une très bonne eau, nous faisons du saké avec un très bon riz, et nous avons de grands talents techniques, ce qui nous permet de faire un très bon saké. Je résume, je caricature, mais ça se résume à ça. Mais c'est pas ça qui fait on va aimer un produit et surtout qu'on va avoir envie de l'acheter à nouveau. Mm. Donc, dans mon mode de transmission, je dirais, de la culture du saké, je vais insister sur d'autres choses. Bien sûr, je vais parler de la façon dont c'est fait. Je vais aussi parler des différentes classes de saké, même si pour moi, c'est pas le plus important. Mais je vais me concentrer sur l'expérience de la dégustation du saké, notamment la partie accord entre saké et nourriture, et surtout mettre en avant
les histoires, les histoires individuelles des maisons, de leurs propriétaires, ou aussi du responsable de la production, qu'on appelle toji, qu'on peut traduire comme maître de chez ou maître brasseur. Enfin, il faut trouver la bonne traduction en français, même si finalement, je préférais que tout le monde adopte le mot japonais, hein, pourquoi pas, toji, et me concentrer sur les histoires de ces personnes, parce que c'est finalement les fils conducteurs qu'on va retrouver dans les différentes bouteilles et qui vont nous donner envie d'y revenir. Je crois qu'aujourd'hui, on achète ça avant tout. Et j'aimerais bien rebondir sur ce que tu disais quand tu as dit moi, je me concentre un petit peu plus sur, par exemple, l'accord saké-mé. Ça me fait penser directement à ce qu'on connaît aussi en France avec l'accord mets et vin qu'on peut retrouver du coup dans les restaurants plutôt français. Et je rebondis juste sur une petite chose parce que moi, j'ai une expérience de sushi omakase dans un sushi top, top, top. Et j'ai pris un accord du coup avec alcool. Et l'expérience était géniale. Mais si les vins et tout choisi top, on avait du saké, mais la trame du coup de l'alcool qu'on nous servait n'avait aucun sens. On pouvait commencer par des bulles, après on nous servait un saké, après on nous servait un cidre, après on nous servait un vin rouge, après on nous servait un saké, et après un vin blanc. Moi, j'ai bien aimé, hein. Les sushis étaient délicieux, mais en fait, je me dis, l'alcool est censé sublimer ce que tu manges, là où, je vais pas mentir, ça ne l'avait pas du tout sublimé parce que ça n'avait aucun sens, on comprenait même pas pourquoi on buvait ça. Et alors, ça appelle est-ce que tu ramènes du coup cette French touch un petit peu dans cette dégustation de saké et comment c'est perçu du coup par les Japonais? Est-ce qu'ils se disent waouh, c'est de la nouveauté ou ah, on est en train de casser la tradition du saké et justement le saké normalement est censé être porté par une histoire. Comment c'est perçu cette on va dire cette innovation? Lorsqu'on lorsqu'on visite une maison de saké, très souvent le toji, après vous avoir fait déguster, lui ou le kulamoto, c'est-à-dire le propriétaire de la maison, va placer une petite phrase qui est et mon saké va d'ailleurs très très bien avec la cuisine locale et ne vous lassera pas du début à la fin du repas. En fait, la tradition du saké, c'est plutôt ça. La tradition du saké, c'est une bouteille pour un repas. D'accord. La notion d'accord mais saké n'existe finalement pas tellement dans la tradition japonaise, je dirais, n'existe pas. D'accord. On reste sur une boisson qui va accompagner l'ensemble du repas. D'ailleurs, tu sais très bien, au Japon, un repas, les plats arrivent parfois les uns après les autres, mais aussi souvent tous ensemble. Et finalement, c'est le consommateur qui va choisir l'ordre dans lequel il va déguster son plateau repas. Et cette notion d'accord plat, mais saké, il faut l'importer. Et elle vient du monde du vin, mais elle prend du sens pour, à mon avis, trois raisons. La première raison, c'est que dans un marché en crise, il faut trouver de nouvelles idées, et c'est une façon de faire revenir des consommateurs à la table, à une table, et de revisiter leur culture d'une façon un petit peu différente, donc créer de la nouveauté. La deuxième raison, c'est parce que la gastronomie japonaise aussi, et la façon de dîner dans ce pays a évolué fortement. On a de plus en plus de cuisine occidentale, j'aime pas tellement le mot fusion, mais en tout cas de cuisine, on va dire entre deux, qui apparaît, et autour de ces cuisines-là, le saké prend aussi tout son sens. Même dans les cuisines fusion, du coup? Ah oui, tout à fait. D'accord. Oui, tout à fait. Okay. Et
et c'est clairement un des éléments sur lesquels je pense les Japonais m'attendent en tant que Français amateur de vin et donc censé connaître les règles simples des accords entre mets et vins. Donc c'est là qu'ils m'attendent et c'est là effectivement que j'essaye de contribuer. Mais tu mentionnais sur ton expérience d'accord avec le sushi, même si ça a tendance à se développer, ma propre expérience du monde du sushi, c'est qu'en fait le monde du sushi ne veut pas de saké. Ouais. La culture le sushi, pour moi, c'est éventuellement une culture de thé, mais pas de saké. Alors attention, le saké reste essentiel dans le monde du sushi parce qu'il est intégré à la préparation. Le saké n'est pas seulement une boisson, c'est un ingrédient de la cuisine fondamentale. Il faudrait faire un podcast entier là-dessus, mais le monde du sushi si le monde du sushi rentre dans le pairing, c'est pour essayer justement d'attirer cette nouvelle clientèle, éventuellement une nouvelle clientèle étrangère, mais en général, il ne sait pas forcément très bien faire. C'est peut-être pour ça aussi que le saké, quand je dis en déclin, c'est très mélodramatique. Mais le saké est en déclin. La consommation est divisée par 4 depuis 50 ans. C'est que tout est en fait segmenté. J'ai l'impression, là où si on compare par exemple au vin, on boit facilement du vin un petit peu avec tout, avec un dessert, avec une entrée, l'apéritif. Donc même le concept de l'apéritif n'existe pas au Japon, là où en France, on est toujours un petit peu affilié à cette boisson. Les Japonais sont quand même de très gros consommateurs d'alcool. Moi, c'est vrai que on parle de saké un petit peu prestigieux, etc. Moi, j'avais cette vision du saké comme vraiment la boisson un petit peu de tous les jours, entre guillemets. C'est peut-être parce que je voyais mon grand-père, alors il a toujours bu du bon saké. C'est vrai que les prix variaient de vraiment pas cher à extrêmement cher, un petit peu comme le vin finalement, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse également, je me permets de rebondir là-dessus, c'est toi, comment tu arrives à faire cet accord, du coup, un petit peu de mets et saké. Là où, par exemple, tu vois, moi, ma mère m'a toujours dit, qui est japonaise, du coup, pour ceux qui ne savent pas, elle m'a toujours dit, moi, j'ai trop du mal à boire du saké en dehors du Japon parce que le saké va avec le Japon. Toi, comment du coup tu arrives à internationaliser cette boisson? Ça m'intéresse vraiment, quoi. Alors, si je dois résumer sur une chose, Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. non, mais c'est le saké va très très bien avec le fromage, par exemple. D'accord. Donc, pour rentrer dans le monde de l'accord saké nourriture c'est occidentale, une idée pardon, qu'il faut déconstruire aussi. Il faut pas hésiter à innover. Alors ça peut paraître un crime culturel aux yeux de Français amoureux de fromage et de gastronomie française que de vouloir tout à coup boire du saké sur du fromage, mais je dois reconnaître que parmi mes expériences culinaires les plus inspirantes, les plus joyeuses, mais lequel je mettrais saké fromage. Alors, lequel de fromage, on peut aller très très large dans un plateau de fromage. En revanche, il faut accepter d'être très très large aussi dans la palette de saké, parce qu'il y a une très très grande diversité de saveurs, d'arômes, et il ne faut pas se tromper, même si, à la différence du vin, on a beaucoup moins de chances de créer des clashs entre la boisson et le mets. Tout ne va pas très très bien avec n'importe quoi. Bien évidemment. Et il faut savoir choisir. Donc je crois que dans ce marché qui est en décroissance, il faut trouver des nouvelles idées, des nouvelles dynamiques, et l'accord mets vins en est un. Cependant, ça passe par l'expérience, la réflexion, et tout reste à faire dans la façon dans la documentation même de l'accord entre saké et nourriture. Je vais prendre un exemple simple. En général,
le sommelier en vin va vous enseigner que pour faire un accord réussi entre un mets et un vin, on peut commencer par goûter le vin, ensuite on va prendre sa bouchée, avaler sa bouchée, et puis finalement remettre un petit peu de vin en bouche. Et c'est là que la magie de l'accord va se réaliser et que la troisième dimension va apparaître. En fait, par l'expérience, et par l'échange j'en suis arrivé à la conviction que l'approche avec le saké doit être un petit peu différente et que le saké est presque un condiment. Et en fait, que l'accord avec le saké se fait en bouche sur la nourriture. D'accord. Donc, en modifiant juste la façon de penser cet accord, mais j'entends pas dans le choix, mais dans la façon de le réaliser, on va obtenir un résultat un peu différent. Donc, ce que je dis, c'est un petit peu de saké, bien sûr, la bouchée, et le saké tout de suite, pour réaliser l'accord en bouche. Et dernière petite question, parce que c'est vrai que moi, du coup, je suis sur les réseaux sociaux, et il y a beaucoup de gens qui me demandent comment on boit le saké. Il y a toujours ce petit verre. Il y a également ensuite, alors je ne sais pas comment on appelle ça, est-ce qu'il y a un terme spécifique? Le boîtier juste en dessous. Le masu? Peut-être, j'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Est-ce qu'il faut boire du coup le saké qu'on va verser dans le masu, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il faut le boire? Qu'est-ce que ça représente? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, donc je me permets de te la poser. Non, le masu joue un rôle historique et culturel extrêmement important. Le masu, c'est une mesure de riz. D'accord. Jusqu'à la restauration Meiji, les impôts étaient payés en riz, les samouraïs étaient payés en riz, puis ensuite ils allaient échanger leur riz contre des vêtements, des objets, etc. Et puis bien sûr, ils le consommaient. Donc cet objet, cette boîte, elle est... On appelle ça une boîte. Okay. C'est une boîte, c'est une mesure en fait. Et elle correspond au petit gobelet en plastique qui vient avec un autocuiseur de riz quand on achète un autocuiseur. Le fait de consommer du saké dans un masu est quelque chose d'assez rituel. On le fait pour soit les cérémonies de la vie privée, et puis un petit peu par extension, les cérémonies de la vie corporate. Par exemple, lorsque l'on va ouvrir une barrique de saké pour la nouvelle année ou pour l'ouverture d'un nouveau magasin ou d'une nouvelle filiale, on fait ce qu'on appelle un kagami biraki, on va ouvrir une barrique de saké, et là souvent on consommera le saké dans une boîte. Donc oui, bien sûr, on peut consommer le saké dans un masu. Le fait d'associer un verre et un masu est quelque chose qui est, je pense, finalement relativement récent et qui est très propre à la culture de l'izakaya. Okay. Hein, ça a un double intérêt, enfin trois. Premièrement, c'est fun. Deuxièmement, c'est un signe de générosité, puisque l'idée c'est de faire déborder le verre, comme si on vous en servait plus que ce que vous en aviez demandé. Et puis, troisième chose, c'est une anecdote, mais c'est rare qu'on puisse le faire, puisque le verre est plein, on peut observer la forme elliptique de la bulle, donc la tension entre l'air et l'alcool, qui est quelque chose qu'on fait assez rarement avec un verre de vin, puisqu'on n'aurait pas l'idée de le remplir jusqu'au bord. C'est limite mal poli. Mais donc, oui, bien sûr, on peut boire le saké qui est dans le masu. Ceux qui l'ont fait savent que c'est pas très simple. Est-ce qu'on utilise un coin? Est-ce qu'on utilise la face? Est-ce qu'on utilise... Mais bon, c'est surtout un phénomène à mon avis, c'est surtout quelque chose qui est très lié à la culture de l'izakaya.
Sébastien, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. J'en avais plein d'autres et si les personnes qui nous écoutent souhaitent en apprendre plus sur le saké, n'hésitez pas encore une fois à nous le dire en commentaire. Merci à vous d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. C'était vachement intéressant. J'ai appris beaucoup de choses justement sur cette transmission que tu as voulu mettre à l'honneur aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. On fait un podcast par mois, donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être averti dès la sortie de chaque épisode. Voilà, c'est la fin de cet épisode et je vous remercie Merci encore Anna. une fois. Merci Sébastien. Au revoir.